On est là pour parler de comment Facebook, YouTube et les GAFA régulent l'information, vaste programme. Avant ça, je vais vous présenter nos invités, nos intervenants. Moi, c'est Mathieu et je suis journaliste pour le site d'Info Street Press. Pour chacun, j'ai prévu un petit texte. Je suis allé piocher sur leurs médias, sur leurs différents sites. Je vais vous lire, ça vous donnera un peu l'ADN, la vibes des différents médias. Nos opinions ne sont pas celles de tout le monde. C'est pourquoi nous nous appelons l'autre quotidien. Chaque jour, nous proposons 2 cahiers. Le jour où il est question d'actualité, donc de politique. La nuit qui parle d'art, d'amour et de plaisir. Pour passer de l'un à l'autre, il vous suffira d'un clic, comme dans la vie en fait. L'art émeut, la politique émeute et inversement. C'est comme ça que se présente l'autre quotidien, média de lutte et d'infos en ligne. On est avec Caroline. Bonjour. Nathalie. C'était bien. C'était pas mal, hein. C'était pas mal. Ça, même à la radio, c'était raté. Nathalie, pardon. Qui, en plus de travailler avec l'autre quotidien, bosse aussi pour Cerveau non disponible. On en parlera tout à l'heure. Ensuite, on est de retour, rebooté, reboosté. On a toujours les sneakers sur le terre-terre, bien ancrés dans cette nouvelle génération née dans le souk de la France des années post-2000. Notre but au fil de ces pages, affirmer le vivre ensemble, mettre en avant les initiatives solidaires dans nos quartiers populaires et leurs initiateurs, les révoltés de la street, les métisseurs de cette république, celles et ceux qui cassent les clichés, les discours xénophobes qui ont la cote en ce moment et qui créent l'espoir et les repères auxquels celles et ceux qui n'en ont plus peuvent se raccrocher. Pour redonner des couleurs à l'engagement, on ne lâche jamais l'affaire et encore moins le faire. Pas se passer le journal si vous en avez envie, faites comme chez vous parce que vous y êtes. C'est ainsi qu'en 2015, vous présentiez Fumigène, alors que c'est un magazine gratuit que tu as cofondé. Bonjour. Bonjour. Tu es aussi et surtout photographe. Tu as co-créé le collectif Œil. Pareil, c'est des choses sur lesquelles on reviendra plus tard. Et ensuite, je vais vous présenter notre 3e intervenant. Quand l'information et la culture sont trop souvent traitées comme des marchandises, quel rôle les citoyens et citoyennes peuvent-ils encore jouer pour faire vivre le pluralisme et le débat ? Cette question appelle une réponse qui ne saurait attendre. Un peu partout, des millions de gens s'investissent et agissent sur leur quotidien sans attendre le bon vouloir des pouvoirs publics et à contre-courant des puissances industrielles ou financières. Économie sociale et solidaire, écologie, humanitaire, progrès scientifique ou avancées technologiques, des millions de gens mettent désormais leurs moyens et leur volonté au service de projets alternatifs. Par leur succès et leur envergure, ces projets prouvent une chose simple, il est possible de faire autrement et dès maintenant. Alors ça, c'était un extrait, pas l'intégralité du manifeste de création du média. Bonjour Lucas. Bonjour et merci. Merci d'être venu. Alors, comment Facebook, YouTube et les GAFA régulent l'information, mais comment aussi les contourner, les bootloser, les feinter, ça va être le sujet de notre discussion. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous lire un post que j'ai vu passer sur Facebook justement dans la semaine. Il vient de la page Média Jaune de Lorraine. Média Jaune de Lorraine sera absent dans votre fil d'actualité. La page d'information sur les gilets jaunes la plus suivie de Lorraine compte 11 000 abonnés et bientôt 10 000 likes. Néanmoins, notre taux de visibilité et de leurs articles sont en moyenne de 1,2 million. Il semblerait que cela dérange. Les pouvoirs publics n'ont pas réussi à nous mettre à mal avec 2 procès. Sont-ils passés à la vitesse supérieure pour nous faire taire ? Média Jaune de Lorraine a appris hier qu'ils ne seront plus visibles dans le fil d'actualité de leurs abonnés. Plusieurs pages ont été dans ce cas-là. Ils s'appellent L'Île Insurgée, Bretagne Noire, Collectif Automédia Énervé, Cerveau non disponible. Les collectifs qui administrent les pages Facebook font état depuis quelques semaines de la chute libre du nombre de vues sur leurs publications, alors qu'elles touchaient jusque-là des milliers de lecteurs, souvent des dizaines de milliers, parfois des centaines. Il faut savoir également que Facebook ne censure pas ou très peu les pages d'extrême droite, racistes, antisémites, xénophobes ou tout simplement fascistes.
Il faut associer cette censure Facebook et maintenant semble-t-il Twitter aux violences policières, judiciaires, aux censures de la presse, aux attaques contre les journalistes, la liberté d'expression et toutes les libertés en général. Cela s'explique d'autant que de plus en plus de gens, faisant moins confiance aux grands journaux, vont de plus en plus chercher leurs infos sur les réseaux sociaux. Cela pose de gros problèmes à Macron qui a mis la main sur la grande presse avec ses amis milliardaires, mais qui de ce fait, par son alignement bélant sur le pouvoir, perd toute crédibilité auprès du grand nombre. Merci à tous, la devise du Média Jaune de Lorraine, toujours et partout avec vous. Alors, ce texte n'est pas de moi, mais il pose un point de départ que je trouve intéressant qui à la fois fait état de la censure de certaines pages sur Facebook et aussi de l'état d'esprit des gens qui gèrent ces pages. Eh ben, toi, tu travailles avec Cerveau non disponible. Il vous est arrivé la même chose. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Quelles infos vous avez eues? Concrètement, sur notre page, mais on est loin d'être les seuls, puisque tu as évoqué dans le texte que tu as lu quelques pages, mais en fait, il y en a une liste interminable qui ont tout un dénominateur commun, c'est leur engagement sur le fond politique. Alors nous, la première censure qu'on a subie, c'était pendant l'organisation du contre-sommet du G7, donc à Biarritz. Et la veille du contre-sommet, on a été donc bloqués, ce qui nous a valu pas mal de soucis, puisque pendant le week-end, il y avait eu un certain nombre de petites problématiques à gérer qu'on n'a pas pu, puisqu'on n'était pas visible. Et puis là, en fait, je dirais que bon, c'est devenu vraiment le quotidien de toutes les pages qui sont sur Facebook, mais pas que, hein, Twitter aussi, il y a un certain nombre de problèmes aussi de censure. C'est qu'on est d'un coup, on perd totalement notre visibilité, mais surtout on ne nous dit pas pourquoi. On ne nous dit pas, voilà, vous avez publié un contenu et on ne peut pas discuter là-dessus. C'est juste totalitaire, complètement totalitaire, de la part des réseaux sociaux et de la part de Facebook, mais des autres également. Et puis là, aujourd'hui, c'est pareil. J'étais en train de regarder nos stats. On est passé de quelques dizaines ou centaines de milliers de personnes à 13 personnes touchées par une publication. Donc on est complètement invisibilisé. C'est quand même assez. C'est quand même voilà. Est-ce que vous recevez un message, une notification, quelque chose? Alors pour Facebook, on reçoit un message qui nous dit Your page has been blocked. Voilà. Voilà, pas plus d'informations. Pour compléter sur le sujet, Mediapart avait fait un article sur cette question. Ils avaient tenté d'interroger Facebook, qui n'avait pas répondu. Dernièrement, des pages syndicales ont subi le même sort. C'est le Parisien qui s'y intéressait, qui a aussi interrogé Facebook, qui a dit ils contreviennent à un certain nombre de règles, sans en dire plus, sans vouloir ou sans accepter de rentrer dans le détail. Donc on est face à un mur. Le problème, c'est justement... alors, bon, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais le problème, si tu veux, c'est que on ne nous donne pas de réponse. Nous, on est persuadés que c'est parce que la réponse n'est pas acceptable. Il y a une réponse, mais elle n'est pas acceptable. On pense vraiment que un des paramètres qui font qu'aujourd'hui, on est censuré, c'est politique. Voilà, on pense que c'est... en tout cas un paramètre important. Il n'y a pas que celui-ci, il y a certainement aussi un aspect économique qui entre en ligne de compte, mais là on pense que c'est vraiment politique. Là aujourd'hui, tu as cité quelques pages, moi je tiens vraiment à citer les pages que nous connaissons et qui sont bloquées, parce que vraiment on a une pensée pour elles, mais la liste est très longue. On a effectivement L'Île Insurgée, Paris Lutte Info, Nantes Révoltée, Luttes Invisibles, Gilets jaunes de Toulouse, Le Peuple Uni, Monsieur Propagande, le collectif Automédia Énervé, Bretagne Noire, Média Jaune Lorraine, Lyon Résistance, le nouveau Web Média 2019, Paris Blocage Résistance, Black and Yellow France, Gilets jaunes du 92, Terrien Engagé, Humanité tout simplement, Résistance, Gilets jaunes France, Liberté, j'écris ton nom, L'Information pour l'action, Les Citoyens en colère, Printemps jaune, Je suis Légion. Toutes ces pages, vous imaginez la longueur de la liste, sont des pages, des comptes qui sont aujourd'hui bloqués et vous voyez le dénominateur commun, qui sont bloqués simplement parce qu'elles expriment et qu'elles relaient un message qui ne convient pas aux médias, aux GAFA, qui sont pour nous, en tout cas, de mèche avec les dominants, j'allais dire, je cherche le mot, mais voilà. Les gouvernants. Voilà, les gouvernants. Merci. À votre avis, est-ce que j'avais prévu la question, est-ce que c'est une censure qui est politique,
économique, les deux? Je pense que c'est difficile de désintriquer les deux en réalité, parce que bon, c'est comme pour les médias traditionnels en fait. Je veux dire, ils sont aux ordres globalement souvent, et il n'y a pas forcément une instruction politique, mais simplement ils sont organisés de telle manière, l'actionnariat, leur dépendance à la publicité, mais tout ça, ça crée une convergence finalement d'intérêts. Et je voudrais prendre un exemple, nous donc aux médias, donc je sais pas si les gens, il y a peut-être pas mal de gens qui connaissent, on fait beaucoup de vidéos, on fait essentiellement de la vidéo, beaucoup de reportages, et on a été vraiment confrontés directement à des formes de censure, et notamment un cas fréquent, c'était dès que ça concernait les violences policières, que ce soit des reportages qui montraient ces violences policières, que ce soit un débat sur les violences policières, donc en soi un débat c'est pas très violent en général, enfin ça dépend qui y a sur le plateau, mais voilà, et même une enquête en fait sur les armes chimiques utilisées contre les manifestants, et en fait donc là très clairement on a été censuré, un reportage supprimé sans possibilité d'appel sur Facebook, on a eu des reportages avec des restrictions d'âge, donc en fait ça fait que de toute façon vos sujets sont plus proposés aux utilisateurs, donc c'est une forme de censure. Et d'un côté, bien sûr, ces plateformes, en fait, elles n'ont pas vraiment spécialement intérêt à montrer ces violences policières. Pourquoi ? Parce qu'elles veulent créer un environnement qui est favorable à maximiser leurs revenus publicitaires. Et ça, c'est mieux. Pour ça, c'est mieux de créer un environnement plutôt sympathique, policé. Enfin voilà. Donc c'est pas forcément dans leur intérêt de montrer ces violences, de créer un climat anxiogène. Et les annonceurs, eux, veulent de toute façon pas que leur publicité soit associée à de tels sujets. Et de la même manière, on peut dire que le gouvernement n'avait pas envie que ce genre de sujet soit vu par le plus grand nombre. Ils n'avaient pas forcément intérêt. Et il y avait une convergence manifeste. Donc voilà, c'est difficile de désintriquer les deux, mais encore une fois, c'est similaire. Ce problème qu'on a avec les plateformes, c'est un peu le même problème qu'on a avec les médias dominants qui sont possédés par des milliardaires ou des intérêts privés qui ont plutôt des intérêts eux-mêmes convergents avec les gouvernements qu'on a au pouvoir depuis quelque temps. Donc voilà, la distinction n'est pas facile. Et si juste je peux ajouter une chose, c'est que par contre, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un rapport de force parfois entre le politique et les plateformes. Et par exemple, on a eu des lois, le gouvernement a légiféré sur ces questions-là. Il y a eu la loi contre les fake news, il y a eu la loi contre les discours haineux sur Internet, et à chaque fois on voit qu'en fait, on a l'impression qu'il y a un rapport de force, c'est-à-dire que le gouvernement fait appel à des critiques qui sont portées aux plateformes quand on les désigne comme responsables de la propagation des fake news, ou qu'on dit c'est à cause d'eux, que ceci, que cela, que Trump a été élu ou je ne sais quoi. Ils utilisent cela pour faire pression sur ces plateformes et leur faire mettre en place des mécanismes, par exemple sur la haine. Donc on accuse souvent les plateformes de servir à véhiculer des messages haineux, racistes, etc. Donc le gouvernement arrive, dit qu'il faut légiférer et mettre en place en fait une loi qui fait que les plateformes vont finalement être incitées à devoir faire de la censure préventive, parce qu'en fait elles auront des obligations légales de retirer des discours haineux, mais elles n'auront pas le moyen de le faire manuellement, et elles vont être encouragées à faire de la censure préventive, et voilà en fait. Donc il y a les deux, il y a une convergence d'intérêts, mais parfois aussi des rapports de force entre plateformes et le pouvoir. Pour compléter la question, le lien qui est fait avec les médias, c'est que je trouve qu'il y a une différence qui est majeure, c'est que les médias mainstream, on peut dire dominants, qui sont groupés entre les mains d'une dizaine d'actionnaires. Il y a quand même une différence, c'est qu'ils sont plusieurs, c'est qu'il n'y a pas une situation de monopole. Là, sur les réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube, Twitter, ils sont les uns et les autres dans une situation de monopole, et ils ont une force économique telle qui fait qu'il est extrêmement difficile de les quitter, d'aller voir ailleurs. Manon, toi, tu es sur les différents réseaux sociaux. Est-ce que tu t'es posé la question de te barrer, de te dire non, je quitte Facebook, ou finalement tu y trouves quand même un intérêt ? Bonsoir à toutes et à tous, bonjour plutôt. Aujourd'hui c'est compliqué de se barrer de ces plateformes-là, comme tu disais, il n'y a que ça. Donc en fait, si aujourd'hui on quitte Facebook, même si dans l'idéal ce serait bien de le faire, et ben en fait on se ferme la porte à des vues, à de la communication, à de l'échange avec les gens. Moi, mon travail, il est donc je suis photoreporter indépendant. Au-delà du magazine Fumigène dont tu parlais tout à l'heure, mon travail il est essentiellement sur les réseaux sociaux, et lorsqu'on couvre une manifestation, un mouvement social, une grève, eh ben on sait que la plupart des grands médias ne sont pas intéressés pour faire ce suivi au long terme. On sait très bien que quand on couvre pendant plus de 15 mois par exemple une grève très locale dans un secteur professionnel,
peut-être que les médias traditionnels vont publier une photo sur 15 mois de grève, mais que tout le reste de la documentation de cette lutte, elle passe principalement aujourd'hui par les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter ou Facebook. Moi, je reviendrai même un petit peu avant la censure dont tu parles sur les pages Facebook. En 2016, pendant la loi travail, les mouvements ont beaucoup été couverts sur Periscope, qui était donc l'application de vidéo live qui était rattachée à Twitter. Et je suis pas le seul à m'en être plaint, mais sur Periscope, lorsqu'on liveait les soirs de Nuit debout principalement, les gens qui regardaient en direct, ils voyaient tout ce qu'on liveait, mais ensuite, à la fin du live, quand on coupe le live, en fait, on peut récupérer le lien de la vidéo. Et systématiquement, en tout cas sur mes vidéos, et d'autres l'ont prouvé aussi, il manquait des passages. Ça veut dire qu'on avait le début d'une scène, d'un coup l'image elle était noire, et on avait la fin de la scène. Et systématiquement, les passages qui sautaient, c'était des passages d'une extrême violence policière. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur les questions de violence policière. Quand ça arrive une fois, on peut penser que c'est le fruit du hasard. Quand ça arrive à plusieurs reprises, à plusieurs personnes, à plusieurs moments de la lutte, on peut penser que c'est quand même légèrement contrôlé. Sur la page Facebook, moi, l'exemple que j'ai très récent, c'est que ma page, qui a été créée il y a un peu moins de 10 ans, compte aujourd'hui 23 000 personnes. Et successivement, en un mois, j'ai été bloqué 2 fois. La première fois, c'est lorsque j'ai filmé l'interpellation violente, brutale et injustifiée de Gaspard Glans à la manifestation à l'appel du syndicat de police Alliance, syndicat de police majoritaire et syndicat très affiché à droite. J'ai filmé son interpellation, on a suivi, on allait demander à la police pourquoi il l'avait interpellé. On a demandé à la police pendant longtemps pourquoi il était là, qu'est-ce qui justifiait de le maintenir en détention. Et cette vidéo a été extrêmement vue, a été extrêmement commentée. Et le soir, quelques heures après la diffusion, j'ai reçu une notification qui me disait qu'à partir de maintenant jusqu'à 8 jours, donc jusqu'à la semaine d'après, à l'heure précise, ma page était en visibilité restreinte. À ce moment-là, on a 2 choix. Soit on accepte la décision de Facebook, soit on fait appel. Faire appel, ça veut dire juste qu'en fait, il y a un petit onglet qui s'ouvre, on écrit un texte, on l'envoie, mais on sait très bien que personne ne va répondre. Donc évidemment, j'ai fait appel. Personne ne m'a répondu. Ma page a été rouverte 1 semaine après, à l'heure qu'il m'avait indiqué. Et la deuxième fois où ça m'est arrivé, 2 semaines après, c'est lorsque j'ai diffusé la vidéo du pompier en colère, la vidéo où on voit ce pompier donc à la fin de la manifestation des pompiers, le pompier qui arrive et qui montre qu'il s'est fait tirer dessus au LBD. Il se trouve que la vidéo était filmée par mon frère. Mon frère m'envoie la vidéo, je décide avec son accord et l'accord du pompier de diffuser la vidéo sur ma page Facebook. La vidéo est reprise notamment par Cerveau non disponible. La vidéo, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu ici, a fait le tour du web, a été reprise dans beaucoup de médias. Et quelques heures après, encore une fois, Facebook ferme ma page. Donc je ne peux pas penser que ces 2 événements sont anecdotiques. Je ne peux pas penser que lorsqu'on dénonce, et encore une fois ça revient à ce que tu disais, lorsqu'on dénonce un comportement violent de la part de la police en France, eh ben Facebook ferme la page. Donc moi, assez naïvement, j'ai d'abord pensé que c'était les syndicats de police qui se passaient le mot entre eux et qui signalaient en masse une publication, et que Facebook par précaution en fait préférait mettre la page en restreinte pendant 1 semaine, le temps d'examiner éventuellement la publication, savoir si elle offensait ou pas. Et toujours pas de réponse. Donc en fait, on se retrouve avec, comme Nathalie le disait, avec un comportement extrêmement autoritaire de la part de Facebook qui décide comme ça de fermer une page ou de fermer des centaines de pages. Et finalement, on n'a aucune réponse à tout ça. Il y a un exemple qui est intéressant qui est celui du YouTube. Parce que YouTube pratique la censure absolument comme les autres, mais a un tout petit peu plus de transparence que Facebook et Twitter sur ces motifs de censure. Alors, on peut pas y faire plus de choses, mais on sait un peu plus pourquoi. Nous, à Street Press, on a eu beaucoup de vidéos qui ont été démonétisées. C'est-à-dire qu'on met une vidéo en ligne, parfois même on ne l'a pas encore mise en ligne, qu'on reçoit une notification qui nous dit votre contenu ne sera pas monétisé. Ça veut dire 2 choses. La première chose, ça veut dire qu'on ne va pas toucher de revenus publicitaires pour notre travail. Ça fait pas plaisir, mais de toute façon, les revenus publicitaires de YouTube sont quand même très modestes. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est qu'on disparaît quasi totalement des recommandations. Quand vous êtes sur YouTube, vous regardez une vidéo, quand votre vidéo se termine, il y en a une seconde qui s'enchaîne tout de suite. Ou alors, il y a des vidéos qui vous sont proposées dans la colonne de droite. Quand on est démonétisé, on n'apparaît plus ou presque plus dans tous ces systèmes de recommandation. Et ça a un impact terrible. Nous, on avait publié un sujet, un reportage vidéo sur, encore une fois, un lycéen victime de violences policières, avec des images où on voyait ce lycéen, le visage en sang, mais c'est la réalité qui est violente.
il n'a pas été démonétisé immédiatement. Il a été visible pendant 48 heures. En 48 heures, il a presque atteint 1 million de vues sur YouTube. Il a été démonétisé. À partir du moment où il était démonétisé, il a fait aux alentours de 40 000 vues en plusieurs semaines. Donc on voit l'impact de la démonétisation. À ce moment-là, il se passe la même chose. On peut faire appel. Et nous, dans certains cas, ça vous étonnera peut-être, mais on ne fait même pas appel. Parce qu'en fait, quand on fait appel, il y a un examen qui est censé être humain, mais c'est comme un appel devant la justice. On prend le risque d'avoir une sanction qui est potentiellement supérieure à celle qu'on a eue et d'être encore plus mis sur le tapis. Là où je voulais en venir, c'est que la censure sur YouTube, si elle arrive avant même que la vidéo soit en ligne, c'est-à-dire au moment où elle a été juste chargée sur le site, on ne l'a pas encore publiée, on reçoit la notification, c'est parce que c'est une censure algorithmique. C'est-à-dire qu'il y a un algorithme qui scanne le film. On a fait un documentaire sur les Gilets jaunes d'1 heure. Avant même d'être en ligne, il était démonétisé. Et en fait, l'algorithme scanne, il repère des scènes jugées violentes, il repère des mots-clés, on les connaît pas, on sait pas lesquels, et on est censuré là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un système qui est mis en place pour procéder à une censure de masse. On s'est un peu penché sur le sujet, je sais que le média l'a fait aussi. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter les critères et pourquoi ils font ça ? Alors les critères, officiellement, on ne peut pas trop dire. On a été donc sujet à ce problème sur YouTube, comme je disais, essentiellement sur des vidéos sur les violences policières. Nous, on monétise pas, on fait pas de publicité, mais en revanche, donc le mécanisme, c'était de mettre une limite d'âge sur la vidéo, ce qui fait que d'une part, il faut avoir un compte pour que vous puissiez montrer à Google à YouTube que vous êtes bien majeur pour la regarder, et d'autre part, l'algorithme cesse évidemment de la proposer aux gens. Donc en fait, dès que cette limite d'âge est imposée à vos contenus, sa progression s'arrête net. C'est vraiment une forme de censure efficace. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il y a beaucoup de gens qui contestent le mot censure, mais vraiment n'importe quel mécanisme qui en fait rend plus difficile l'accès à votre contenu par n'importe quelle méthode, c'est de façon délibérée, c'est vraiment une forme de censure. Et d'ailleurs, même en Chine, c'est-à-dire où il y a vraiment des formes de censure réfléchies, pensées, c'est une stratégie. Par exemple, de rendre un peu plus lent le temps d'accès à une ressource, ce genre de choses. Rien qu'en augmentant le coût d'accès à une information, vous la rendez beaucoup moins. C'est comme s'il y avait un marché d'information et elle est beaucoup moins compétitive, entre guillemets, pour reprendre ces mots, que les autres. Et du coup, les gens la voient moins. Et c'est très efficace. Et on peut dire, mais oui, mais vous pouvez quand même y accéder. Mais non, mais en fait, l'objectif politique de censure, et c'est comme le PCC en Chine fait ça, quoi. C'est vraiment, c'est calculé. Donc c'est une forme de censure, quoi qu'il en soit. On a fait des procédures d'appel, nous, et en fait, on n'a jamais eu gain de cause. Et quand on a essayé de contacter le support explicitement pour avoir un humain, pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir avoir des réponses qui ne soient pas automatiques, en fait, on nous a dit très clairement que YouTube ne communiquait pas sur les raisons de ces restrictions d'âge. Donc on s'est vraiment heurté à un mur. Et pour moi, c'est vraiment, ça montre cette opacité, c'est vraiment le règne de l'arbitraire. Parce que à partir de là, vous pouvez pas. Est-ce que c'est algorithmique? Est-ce que c'est autre chose? En fait, on ne sait pas. Comme c'est opaque, on ne sait pas. Et ça laisse de la place à des formes de censure, d'intervention volontaire. Et je reprends l'exemple de la Chine, qui est un exemple qui est un peu une anecdote assez amusante, c'est que eux, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez chaque année vers l'anniversaire du massacre de Tiananmen, vous avez un pic de sites en maintenance avec des messages d'erreur de maintenance et tout. Et en fait, c'est cette opacité qui on ne sait pas. Il y a un message d'erreur technique, un peu abscon. Enfin, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais en fait, s'il y a ce pic à cet anniversaire-là, c'est bien parce qu'il y a une intervention qui se cache derrière des arguments techniques ou des procédures automatiques. Mais pour compléter sur ce qui nous est arrivé vis-à-vis de YouTube, on a un peu creusé, c'est qu'il existe un contrat type qui est signé entre tous les annonceurs qui mettent de la publicité sur YouTube et YouTube. Et dans ce contrat, il est écrit noir sur blanc que les publicités ne seront pas associées à des contenus, en gros, polémiques. En gros, Coca-Cola ne veut pas vendre son Coca-Cola ou des brosses à dents, Frident, enfin la marque que vous voulez, sur des vidéos qui parlent de violences policières. Ça aide pas vraiment à vendre du dentifrice, du temps de cerveau disponible, pour reprendre une phrase de l'ancien PDG de TF1. Et le titre d'une page.
donc il y a une censure qui est économique, mais qui est politique en même temps, puisque finalement le système économique refuse d'être associé à ce qui est politique, et ce qui est politique est contestataire. Donc c'est pour ça que la question que je posais, est-ce économique ou politique, finalement, à mon avis, la réponse c'est les deux. Après, la question c'est comment on fait. Toi, tu travailles pour des médias, nous on est en ligne. Cerveau non disponible, vous vivez beaucoup grâce à Facebook. Comment vous faites? Comment vous pouvez faire? Il va falloir partir ailleurs à un moment donné, mais se résoudre à s'organiser, à s'entraider entre donc automédias, parce que nous on est modestement un automédia militant, un peu hybride, et des médias qui sont eux plus professionnels comme Street Press ou le Collectif Œil ou le Média. Et ben moi je pense qu'il va falloir organiser d'abord déjà, je pense qu'il faut défendre notre place dans ce système, comme on le disait hier sur un de nos posts qui n'a été vu par personne, mais voilà, dans le système et en dehors du système, c'est-à-dire de garder notre place. Il faut quand même pas oublier que tu parlais de YouTube, qu'aujourd'hui Facebook est la plateforme qui a fait le mouvement social des Gilets jaunes qui dure depuis 1 an. C'est Facebook qui a fait ça. C'est Facebook, pas Facebook, mais la plateforme, je veux dire, qui a vu toute cette ébullition, tout ce mouvement social se mettre en place et permettre à des gens d'échanger, des gens qui n'auraient jamais pu, à aucun moment avant, pouvoir échanger entre eux, pouvoir maintenant le faire via ce réseau social. C'est Facebook qui a été investi. Donc après, essayer de faire partir les gens pour s'organiser. On a vu mais quelles que soient les organisations, quelles que soient les stratégies de lutte, que ce soit des écologistes, que ce soit des gilets jaunes ou des gilets rouges ou des syndicalistes ou tous les mouvements sociaux se sont trouvés sur Facebook aujourd'hui. Pour partir ailleurs, ça va pas être simple. C'est évident que ça va pas être simple. Donc il faut aussi défendre notre place là. Et comment ça, j'ai pas la solution, j'ai pas la réponse à ça, mais il va falloir partir ailleurs. Il y a d'autres plateformes dont on peut se servir, des plateformes qui sont effectivement pas du tout censurées, mais ça risque d'être un petit peu long. Cependant, il va falloir quand même se résoudre à un moment donné à cesser d'être esclave de ces GAFA. Ouais, si je peux réagir à ça, évidemment, en fait, c'est un problème politique. Les ordres de grandeur, le problème fondamental, c'est qu'il y a des quasi-monopoles qui sont utilisés par des millions de gens pour accéder à de l'information et qu'ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est un problème politique auquel il faut apporter une réponse politique. Et nous, avec nos petits bras, on va pas pouvoir vraiment faire ça. On peut aider à mettre cette question créer un débat autour de cette question. On peut aider à ça, on peut enquêter dessus. Mais voilà. En revanche, il y a des choses qu'on peut faire. Par exemple, nous, donc, quand on a été censuré par Facebook, notre sujet a été bloqué pendant 3 mois. Il a été débloqué, pourquoi? Parce qu'on en a eu marre à force de nous faire censurer par YouTube, etc. On en a parlé. Il y a des médias qui sont intéressés à la question. Il y a eu Arrêt sur Image et Check News. Et ils ont contacté Facebook pour avoir leur réaction. Et ça a mis un petit peu de pression. Bon, après, voilà, c'est une pression relative, quoi, par rapport à... Et ça a suffi à les faire réagir et à les faire apporter une réponse. Et en fait, peut-être que c'est rien, c'est dérisoire, mais je veux dire, se serrer les coudes là-dessus, faire pression autant que possible, c'est peut-être déjà une forme de piste. Et après, les alternatives, en effet, je veux dire, c'est un problème politique. Il y a des monopoles. Ces monopoles ont une stratégie qui vise à absorber tout ce qui potentiellement peut émerger. Et derrière, je sais pas, il y a des choses comme Peertube. Bon, pour l'instant, voilà, nous, on a commencé à mettre nos vidéos dessus. On veut rendre ça on veut approfondir ça, mais voilà, c'est pas une véritable alternative. La véritable alternative, elle sera le fruit d'une solution politique. Là, visiblement, c'est pas le projet de nos gouvernements. Là, tout ce qu'ils veulent, eux, c'est négocier. Bon, ça les emmerde pas trop. Au final, qu'est-ce qu'ils font? Ils font passer des lois pour que ils puissent avoir un petit contrôle sur l'information qui circule sur les réseaux sociaux. Ensuite, ils essayent de faire passer des trucs pour les faire payer un peu plus d'impôts, et eux, enfin, ça leur va, quoi. Après, ils s'en foutent que derrière l'information soit plus vraiment un lieu d'information libre. Ça les dérange pas. Donc c'est à nous de poser ces questions-là et ces enjeux-là. Manon. Alors les alternatives, déjà,
on voit bien que lorsqu'on parle de violence policière, on se fait censurer. Eh ben, allons un peu plus haut et faisons en sorte que s'arrêtent les violences policières. Comme ça, on sera plus censuré. Plus sérieusement, les alternatives, elles sont dans se rencontrer physiquement, concrètement. Nathalie le disait. Aujourd'hui, un média en ligne, un média sur les réseaux sociaux, il peut donner de la force à une dynamique, à un mouvement qui va naître, à quelqu'un qui fait quelque chose de positif. C'est ce que vous faites avec Street Press. Je pense que c'est ce qu'on fait aussi avec Fumigène. L'idée, c'est de s'affranchir un peu des réseaux sociaux. Après, on voit bien qu'on peut concrètement pas le faire parce qu'il y a une viralité qu'on trouve pas dans la rue, évidemment, une manière de diffuser le message. Mais il est très important, paradoxalement, d'occuper tous ces espaces-là, de l'occuper, de s'affirmer. Ça passe par, c'est con, mais des certifications de compte sur les réseaux sociaux. Une fois que tu as ton compte certifié sur Twitter, bah, tu peux plus difficilement te faire déboulonner et par Twitter, et par les trolls, et par toutes ces organisations-là. Une fois que ta page, ton média, il est beaucoup plus visible, au bout d'un moment, en fait, ça va trop se voir que Twitter ferme tout ça. Pour l'instant, c'est facile que Facebook, Pour l'instant, c'est facile que Facebook ferme Lille Insurgé ou Antifa Paris Banlieue. Mais au bout d'un moment, quand ça va être le média, quand ça va être Brut, quand ça va être Street Press, ils vont devoir, je pense, à un moment donné, rendre des comptes et en tout cas justifier leur choix. Sur l'exemple que je disais tout à l'heure sur le pompier, il y avait une rumeur de fake news sur ce pompier. Et je pense que c'est pour ça que la publication a sauté. Du coup, j'ai renvoyé tous les articles de presse qui prouvaient que c'était pas une fake news. Au bout d'un moment, ils auront plus le choix que de soit se justifier, soit arrêter de le faire. Et après, évidemment, ça passe par des rencontres comme aujourd'hui, ça passe par des expositions, tous des temps en fait où les gens peuvent converger ensemble. Vas-y, mais tu voulais ajouter un mot sur le sujet. Je voulais juste ajouter un truc, on m'a mis la puce à l'oreille, parce que je parlais de partir ailleurs, et je pense que vraiment c'est à nous tous ensemble de façon collective, que ce soit des médias indépendants, professionnels, militants, non, etc., de se concerter, de s'organiser pour partir sur la même plateforme. Alors nous, on a pensé à Mastodon. Toi, tu parlais de Peertube parce que vous utilisez beaucoup le format vidéo qui est compatible avec Mastodon. Donc Mastodon qui est quelque chose qui n'est pas très connu, mais c'est en fait un serveur. Je ne sais pas si ça s'appelle un serveur. Enfin, c'est une plateforme, c'est un réseau social en fait qui a été donc fondé par, je crois que c'est la Quadrature du Net qui a créé ça, et c'est équivalent à un Twitter, mais absolument libre et non censuré. Alors évidemment, on est souvent attiré par le plus facile, ce qui est immédiatement accessible et donc censuré. Mais pour le coup, ça serait bien que entre médias, automédias, collectifs, etc., on migre tous vers ces plateformes-là, en l'occurrence Mastodon, et que du coup les gens suivraient s'il y avait une initiative de prise par les médias concernés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Déjà, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Nous, à Street Press, YouTube, c'est entre 1,5 et 2 millions de vues par mois. Faire le pari d'aller ailleurs, c'est un pari extrêmement risqué. C'est un pari quasi de vie ou de mort pour un média comme le nôtre de se barrer de YouTube. Après, je pense que déjà, on pourrait faire l'effort, à minima, de doublonner, d'être présent, de donner sa chance à ces réseaux sociaux en y étant. Et c'est vrai que c'est une réflexion à faire et à être ensemble. Je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a quand même un écho à ces problématiques-là. Nous, Street Press, quand notre docu sur les Gilets jaunes, il a été censuré par la démonétisation, Check News a fait un article pour en parler. Aujourd'hui, c'est un sujet qui émerge et il y a tout un tas de journalistes dans les médias non indépendants qui font leur travail sérieusement et avec qualité et qui aussi servent d'appui et peut-être pourront faire un peu plus pression sur ces médias-là. Et je voudrais rajouter dans la discussion un élément d'actualité, c'est qui va peut-être paradoxalement jouer en notre faveur, c'est que depuis hier ou avant-hier, la directive sur les droits voisins est rentrée en activité en France. Ça veut dire concrètement que l'Union européenne a décidé que Google, à partir du moment où ils faisaient apparaître des bouts d'articles dans leur moteur de recherche, notamment dans Google News, ils étaient censés reverser des droits aux médias qui ont produit ces contenus. Sauf que Google, ils n'ont aucune envie de nous filer de l'argent. Et à nous, mais au monde, à BFM, ils ont envie de filer de l'argent à personne. Et là, d'un coup, les médias
les grands médias, les gros médias à forte audience, d'un coup le problème il s'est mis à les concerner eux. Et là où on était un peu seul dans le désert quand c'était YouTube et quand c'était Facebook, parce que Le Parisien, BFM, etc., eux, ils ont jamais leur YouTube qui saute. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Mais là, d'un coup, ils se sont mobilisés. Et il y a eu un grand consortium avec tous les médias qui se sont réunis pour essayer d'engager un rapport de force avec Google. Et ça rejoint, je pense, tout ce qu'on dit. Plus on sera nombreux, et je pense, à titre personnel, ça n'engage que moi, mais il faut pas qu'on... Bien sûr que les médias indépendants, on forme une force et tous ensemble, on devient très puissant. Parce que si on met toutes nos audiences, ne serait-ce que les audiences des gens présents sur la table, autour de la table ce soir, on commence à faire beaucoup d'audience. Si on compte tous les médias indépendants, ça fait vraiment énormément d'audience. Donc on pèse quelque chose. Mais si on arrive sur ces thématiques-là à ce que le sujet... ils deviennent politiques, il aille plus loin, je pense qu'il se passera quelque chose. C'est peut-être là l'une des solutions. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres. C'est la naissance au consortium des médias. C'est ça, il y a peut-être... Mais non, je suis d'accord, comme tu dis, après c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de partir de faire un boycott, voilà, on peut pas, enfin nous... Non, mais voilà, mais... Comme a dit Mathieu, quoi, c'est vraiment c'est des stratégies concurrentes, simultanées, voilà, essayer d'aider à développer les alternatives, mais partir, on peut pas, voilà, c'est pareil, nous on est à 10 millions de vues sur tous nos réseaux sociaux confondus, si du jour au lendemain on arrête, c'est quand même c'est un problème, mais c'est aussi un enjeu politique d'occuper ces plateformes, quoi. C'est le but, c'est aussi de quelque part pour nous on a l'impression de les avoir un peu à leur propre jeu, quoi. On utilise leurs trucs, leur infrastructure gratuitement, et puis on fait passer un message qu'on estime un petit peu subversif quand même, et quelque part c'est un peu les prendre. Je sais pas si c'est nous qui les avons à leur propre jeu ou si c'est eux qui nous ont à notre propre jeu. Mais voilà, mais en tout cas, malgré tout, c'est comme les Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, il a beaucoup imposé sur les communications, sur les groupes. Il y a eu des groupes de discussion qui ont atteint des centaines de milliers de membres assez rapidement. Donc, et pareil, on peut dire que peut-être, certes, Facebook, c'est une mine d'or, les données que ça constitue. Ça, le fait d'avoir autant d'échanges politiques, de gens pendant cette période-là, parce qu'il y a une telle effervescence. Mais d'un autre côté, dans les faits, dans la pratique, ça a permis aux gens de s'organiser, même si, comme tu dis, peut-être parfois c'est plus efficace, c'est mieux de s'organiser physiquement en se parlant, quoi. Mais dans les faits, ils ont utilisé cet espace qu'ils avaient à leur disposition d'une manière qui, je pense, est peut-être pas la manière prévue par Facebook. Et d'ailleurs là-dessus, je veux pas dire, mais quelqu'un de Facebook qui nous parlait, qui a travaillé Facebook et qui expliquait que, en gros, il y avait des fonctionnalités pour restreindre le partage d'événements qui avaient été mises en place par Facebook, selon lui, en lien avec le printemps arabe, en fait. Parce que Facebook a compris qu'il y avait un détournement de l'utilisation de leur outil à ce moment-là, et qu'il devait avoir de la pression pour mettre en place ce genre de mesures. Comme aujourd'hui, ils ont de la pression des gouvernements pour d'autres raisons, parce qu'ils contribuent à l'apologie de la haine, ce genre de choses, quoi. D'ailleurs, j'ai constaté un truc très rigolo, c'est que l'événement d'aujourd'hui du Ground Control, en fait, il a été censuré par Facebook, parce qu'à chaque fois qu'on l'a partagé, nous, sur nos comptes et pages, etc., il était vu 2 ou 3 fois. Je ne sais pas si tu l'as constaté. Et moi, je pense que c'est parce que c'était marqué engagé dans le titre. Ça ne doit pas plaire. C'est possible. Après, c'est extrêmement compliqué, moi, en tant que journaliste, ce sujet. Parce que il n'y a rien que je déteste plus en tant que journaliste que les conjectures. On est des journalistes engagés, c'est-à-dire qu'on a des points de vue sur les sujets, mais on travaille avant tout à partir de faits et de sujets. Et là, on est face à des situations tellement opaques qu'on fait des conjectures. Est-ce que c'est le mot engagé qui a été scanné par l'algorithme? Est-ce que c'est parce que parmi les pages en lien, il y avait plusieurs pages qui étaient considérées comme cerveau non disponible, qui lui-même a été restreint, donc par effet de cascade? On se retrouve à faire des conjectures, ce qui est très gênant en tant que journaliste. Je déteste faire des conjectures. Mon boulot, c'est de transformer ces conjectures en certitude, ou en tout cas en fait, en creusant l'information. Mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui a un intérêt, enfin, ça rejoint tout ce qu'on dit. On parle tous de s'associer en tant que médias indépendants, et cet événement, en soi, il est extrêmement intéressant parce qu'il crée des points de rencontre, et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus entre les médias indépendants. Je ne sais même pas dire combien il y a de médias indépendants en France. En plus, les critères
varie selon ce qu'on appelle un média indépendant et quelle définition on y donne, mais il y en a de plus en plus et ils représentent ensemble une audience qui est extrêmement importante. Et donc, je pense qu'effectivement, se rencontrer, se soutenir, échanger, croiser nos contenus, c'est pour ça que je voulais parler d'une initiative qui vient de Bastamag, qui a une page sur laquelle ils mettent en avant, ils recensent les contenus, les meilleurs contenus, une sélection de contenus de bon nombre de médias indépendants. Ça, c'est une façon aussi de se donner mutuellement de la force. C'est quelque chose que je trouve intéressant. Pour finir, parce qu'il est 17h45 et je crois que c'était leur limite, est-ce que, oui, peut-être c'est une bonne idée, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont une question ou deux? On va pas en prendre beaucoup, peut-être 4 ou 5. Est-ce qu'il y en a qui ont... Il y a un monsieur... Je vais parler un peu fort. Ouais, je vais tenter de tendre le micro. Non, il y a un micro carrément. Ah, il y a un micro. Est-ce qu'on pourrait juste baisser un peu les spots sur nous, s'il vous plaît, parce que sinon on voit pas les gens qui parlent. Merci beaucoup. Vous avez décrit, vous m'entendez? Ouais. Vous avez décrit une dépendance totale à Facebook, au GAFA. Est-ce que vous pouvez être des médias indépendants avec cette dépendance totale? Indépendant sur le contenu de ce qu'on diffuse. Après, on a besoin de l'outil et de la plateforme, mais moi, en tout cas, je me sens 100% indépendant par rapport à Facebook, même si les gens qui regardent mon travail sont sur Facebook. Mais j'ai pas de compte à rendre à Facebook et voilà, je sais que je participe et que j'alimente cette plateforme malgré moi. Mais voilà, je me sens indépendant quand même. En fait, moi, je dirais même plus, c'est parce que nous sommes indépendants que nous sommes dépendants. Parce que c'est précisément notre parole qui peut ne pas plaire ou peut ne pas convenir à donc peut-être des critères économiques, politiques, on ne sait pas trop. Mais c'est parce qu'on est indépendant. Si on n'était pas indépendant, on serait dans les clous et on n'aurait pas de problème. Une autre question. Oui, Le micro, je sais plus. Moi alors. Oui. Bonjour, j'avais une question en fait, c'est une question simple finalement. Nous on vous voit pas, j'avais donné la... Là. Bon, alors juste après la... Merci. Madame, tu poseras juste après. Oui. Pardon. Alors en fait j'avais une question, c'est est-ce que vous avez des personnes qui vous suivent et qui comprennent en fait techniquement ce que vous êtes en train de nous dire au niveau des logarithmes? Parce que nous en fait ce que vous rencontrez à mon avis, tous les médias indépendants, même ceux qui sont activistes, ils rencontrent le même problème. Je ne vais pas épiloguer, mais moi-même, depuis un moment, en fait, les problèmes que vous rencontrez sur Google+, c'est déjà énorme. Donc, non, justement. C'est-à-dire que ceux qui vous accompagnent sont des gens qui arrivent à comprendre les logarithmes. Est-ce que vous avez des personnes qui sont dans la gestion de ce que vous dites? En fait, c'est des diplômés ou des gens qui traitent les éléments. Vous en avez besoin. Quand je dis ça, en fait, vous avez... Au sein de nos médias, dans votre entourage, là, puisque en fait, je viens de découvrir, parce que c'est la première fois que je viens, que en fait, c'est votre site Facebook sur les Gilets jaunes. Moi, ça fait longtemps que je le cherchais dans le sens où vous avez vu, je suis en contact avec plein de Gilets jaunes et pourtant, je le découvre que depuis quelques temps, votre site. Donc le hasard fait bien les choses quelque part. Parce que vous avez vu que moi, dans mes remontées, normalement, je les ai tous. J'ai tellement de contacts sur Facebook que j'ai arrêté d'aller sur Facebook pour pas les déranger. À cause de ce que vous dites. Hein. Parce que vous savez, Facebook est très compliqué. Donc quand on regarde YouTube, vis-à-vis de tout ce que j'ai regardé, que j'ai gardé vis-à-vis de Google+, aujourd'hui, même moi, ça m'étouffe depuis 8 ans. Puisque la rétrospective... c'est quelque chose de gestionnaire. Vous comprenez? C'est-à-dire, si vous n'avez pas de personne qui vient, qui vous dit oui, nous mesurons les logarithmes, donc on peut venir un jour ici, devant vous, vous mettre simplement des petits détails qui expliquent vraiment le problème que vous avez dans les conjonctures à faire, parce que c'est votre travail, au lieu d'avoir ces choses abjectes à chaque fois vous comprenez? Je vais essayer de Donc moi, répondre. je peux vous ramener des liens, excusez-moi, parce que j'ai quelques personnes qu'on ne connaît pas, que justement rencontrent les mêmes problèmes que vous dites, comme par hasard. Vous voyez, c'est intéressant. Un bug, je vais juste essayer de répondre pour que la parole tourne, et il y avait... Moi, c'est une question de gestion. Hein. Je vais essayer d'y répondre, mais juste entre-temps, est-ce que le micro peut aller à la dame qui est
La dame qui lève le doigt là. La dame qui lève le doigt devant. Est-ce que dans nos médias, on a des gens qui essayent de répondre à ça? Je crois que oui. Enfin, chez nous, on en a. Chez vous? Bah bon, moi j'ai travaillé sur les réseaux sociaux, alors je vais peut-être pas répondre à la question est-ce que j'étais compétent. Je suis pas très objectif. En revanche, en fait, c'est empirique plutôt qu'autre chose. Oui, on est dans la conjecture, mais pourquoi? Parce que de toute façon, le fonctionnement des algorithmes, bon, il y a des choses qu'on sait de façon relativement certaine, mais je veux dire, si on savait exactement comment ça fonctionnait, si quelqu'un détenait la connaissance de ça, ça lui donnerait un avantage comparatif que Facebook ne veut pas donner à qui que ce soit, évidemment, parce que sinon ça fausserait en fait leur système. Donc voilà. Après, et pareil, je vous ai cité quelqu'un de Facebook qui m'a dit quelque chose, et ça restait pour lui une hypothèse. Donc même au sein de Facebook, les gens savent pas tout. Donc voilà, il y a quand même sur les détails techniques précis, et ben l'information pour les raisons que j'ai données, elle est pas accessible. Voilà, je ne sais pas si je réponds à... Les algorithmes Facebook et YouTube sont des secrets industriels en fait. Personne, à part une poignée de personnes au sein de ces entreprises, ne savent exactement comment fonctionnent ces algorithmes. Après, comme tu dis, on a des pistes liées à des sommes d'expérience. On essaye d'y travailler. Pour répondre à ta question, oui, on a des gens autour de nous qui nous donnent des conseils, qui nous aident, mais dans la limite de connaissances incomplètes. Oui, il y avait une autre question. Ouais, donc moi en fait je vais poser une question qui va peut-être être polémique a priori, mais qui veut pas l'être. C'était pas l'objectif de foutre la merde, mais pourquoi Mediapart n'est pas là? Je dis ça parce que il y a eu en gros, ce qui s'est posé quand même ces dernières semaines, ce qui a été rendu visible, c'est la création de la fondation pour une indépendance de la presse, justement à partir de la volonté d'indépendance de Mediapart, pour le coup vis-à-vis de l'actionnariat plutôt que vis-à-vis des grosses plateformes GAFA, etc. Mais du coup, il y a une fondation qui est en train de se mettre en place. Enfin, est-ce que quand je dis c'est pas polémique, c'est vraiment, j'ai pas plus exploré que ça l'affaire. Mais est-ce que cette fondation ne peut pas être un ressort aussi pour l'ensemble des médias indépendants, pour réfléchir à des solutions qui permettraient de pas, en gros, sacrifier son audience, parce que c'est un peu ce que vous décrivez. En gros, le risque de se barrer des grosses plateformes, des GAFA, etc., c'est de perdre son audience et en même temps de continuer de pouvoir continuer à exister sans être censuré. Voilà. Donc c'est pas du tout pour foutre la merde d'une quelconque manière, mais c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui existe déjà, qui est en train d'émerger, et voilà. Bah, c'est super de l'apprendre. En tout cas, Mediapart avait fait un article justement lors de la première vague de censure des groupes dont je parlais, tu sais, sur Facebook. Après, pourquoi ils sont pas là aujourd'hui? Je pense que c'est conjoncturel. Ça s'est un peu bricolé en puzzle aujourd'hui. Au départ, il y avait 2 ou 3 médias, dont l'autre quotidien. Finalement, c'est devenu un peu plus large. Après, je sais pas du tout s'il y a des gens de Mediapart qui sont sur d'autres tables rondes. Et je pense vraiment que c'est que conjoncturel. Par contre, c'est super intéressant d'apprendre qu'il y a cette initiative, et du coup nous on va creuser. Et pour compléter, l'initiative de Mediapart, qui est plus sur des questions de viabilité économique, je crois, elle est extrêmement intéressante et elle nous sera peut-être utile aux uns aux autres dans les années à venir. Après, il faut penser qu'il y a des modèles économiques qui sont différents, c'est-à-dire que Mediapart fonctionne sur la base de l'abonnement, donc finalement ils sont moins liés à une audience, à une quête d'audience grand public. Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus, même s'ils ont besoin. Mediapart fonctionne beaucoup sur les reprises par d'autres médias. Il y a toute une stratégie et qui est intéressante. Je ne suis pas du tout dans une critique de ce qu'est Mediapart, mais le fait d'être un média à péage, payant, ça rend... Eux sont beaucoup moins dépendants que nous de ces GAFA-là, parce qu'ils ont... Pour 2 choses. D'abord, ils ont réussi, et ça c'est grâce à leur talent et leur travail, à obtenir une masse critique qui les rend beaucoup plus puissants que nous de pris isolément. Mais peut-être ensemble on devient fort. Et deuxièmement, ils ont un modèle économique qui est différent de nos médias représentés ici, qui fait qu'ils sont moins dépendants de ces GAFA.
Juste, si je peux ajouter quelque chose, c'est intéressant ce que vous dites. On a un peu évoqué, je crois, de toute façon ça, cette espèce de mutualisation des efforts. Mais j'en profite, ça me fait penser que bon, on parle, on dit, on est des médias indépendants, mais en fait, n'importe qui potentiellement est, j'exagère, mais un média. N'importe qui peut produire une information sur un réseau social. Et par exemple, on parlait des violences policières. Si vous regardez les vidéos de violences policières qui circulent, c'est toujours des vidéos dégueulasses à l'iPhone ou autre chose. Et en fait, parce que voilà, si elles ont émergé, c'est grâce au fait que déjà il n'y avait pas de journaliste forcément sur le terrain, mais il y avait quelqu'un qui avait son téléphone, il a pu la faire émerger. Donc si on défend aussi la liberté d'expression sur les plateformes ou le fait de faire des plateformes alternatives, c'est pas seulement faut pas que ce soit seulement pour les médias ou d'initiatives entre médias, c'est pour tout le monde en fait. Voilà, donc il faut garder ça à l'esprit. Une dernière question, après je crois qu'on va devoir laisser la place. Je vois quelqu'un qui lève la main tout au fond. J'aperçois en tout cas, parce qu'avec les lumières, on ne voit pas très bien. Merci. Bonjour, merci. Moi, il y a quelque chose qui me pose vraiment question en fait dans votre discours, c'est que tous les exemples qui ont été donnés sont des questions de visibilité de la violence. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on met toutes ces informations au même niveau sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on fait l'hypothèse que les utilisateurs des réseaux sociaux, donc nous tous, avons assez d'esprit critique pour prendre ces informations et les trier par nous-mêmes? Ou est-ce qu'effectivement on instaure certains niveaux et qu'est-ce qu'on sélectionne dans l'événement en cours, que ce soit une manifestation ou quoi, qu'est-ce qu'on rend visible et comment on gère cette question de la visibilité de la violence sur des réseaux sociaux et accessible à tout le monde effectivement? Alors il n'y a pas que la violence, parce que c'est aussi des mots. C'est-à-dire que le média en est un bon exemple. Quand c'est un entretien d'1 heure, c'est pas visibiliser la violence, c'est une lecture critique, une analyse, un débat qui peut porter sur des sujets violents ou des sujets politiques, parce que c'est pas toujours violent. Et après, pour ajouter sur la question de comment on sélectionne, moi j'ai envie de dire qui sélectionne. C'est-à-dire que être un média, au sens le plus vaste du terme du mot média, c'est opérer une lecture et une sélection dans l'information. Un photographe, il tourne son objectif dans une direction, il fait des choix et donc il opère une sélection. Quand c'est un débat, il invite des gens, il opère une sélection. Quand tu écris des articles, tu diffuses des vidéos, tu opères une sélection, nous aussi. Donc c'est, je pense, le rôle du média d'opérer à la sélection. Mais c'est surtout pas au tuyau d'opérer la sélection. Et nous, on espère que les réseaux sociaux soient des tuyaux, qu'il y ait une neutralité. C'est la fameuse neutralité du net. Je sais pas, quelqu'un veut compléter? C'est aux médias d'opérer, ce n'est pas aux GAFA en l'occurrence d'opérer la sélection, mais par contre c'est à l'utilisateur, à l'usager, parce que c'est l'usager qui fait la force de tous ces médias et automédias. Bon merci, on va terminer là-dessus. Merci de nous avoir suivis et puis on va laisser la place au suivant. Merci bien.